Welcome to another exciting episode of Humanity 8.0, a podcast where we talk about our post-truth present and our transhuman future, with the aim of sketching out the outlines of what awaits us in the years and the decades ahead of us. This podcast is brought to you by Rokos. Companies with limited IT budgets and personnel can now get the same cybersecurity protection as big enterprises. Rokos' Secure Access Service Edge, SASE solution, with zero trust, provides enterprise-grade comprehensive cybersecurity so that you can focus on your business. For more, please visit www.rokos.com. That's ROQOS.com. And now, here's your host, Dr. Ahmed Bouzid, founder and CEO of Witlingo. Professeur Anne Alembert, bonjour et la bienvenue à Humanity 8.0. Bonjour, merci. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé, donc je vous remercie d'être généreuse avec votre temps. Merci à vous. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette série. Merci bien. Alors, vous êtes à Paris et en ce moment, quelle heure est-il là-bas? Il est actuellement 11h06. Ici, à Washington, il est 5h06 du matin. Donc, si je dis quelque chose qui n'a aucun de sens, on saura pourquoi. Ok. Donc, il y a quelques mois, alors que je passais mes vacances à Paris avec ma famille, j'ai eu l'occasion de lire votre livre ici. On le voit, oui. Qui s'intitule Schizophrénie numérique, publié cette année même, en avril, peut-être, oui, 2023. Donc, je trouvais l'essai très passionnant, très éclairant, et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. On va commencer par tout simplement par le titre, schizophrénie numérique. Que veut dire schizophrénie dans notre contexte numérique? Eh bien, alors moi, en fait, j'ai employé ce terme un petit peu comme une image, finalement, pas au sens, disons, médical du terme de schizophrénie. Ce que j'ai voulu signifier par là, c'est que nous avions collectivement un rapport un petit peu schizophrène aux technologies numériques, c'est-à-dire, en fait, un rapport tiraillé entre deux positions complètement contradictoires qui sont deux positions ou deux discours qui traversent en fait le contexte ou l'époque contemporaine. Le premier discours ou la première position, c'est un discours très, on va dire, techno-progressiste qui prône en fait les nouvelles performances des technologies numériques, des intelligences artificielles, etc. Et qui a tendance aussi, pour décrire ces technologies, à employer des termes anthropomorphiques. Hein, typiquement, le terme d'intelligence artificielle est lui-même un terme anthropomorphique. On attribue l'intelligence à des machines, à des dispositifs que bien souvent on ne connaît pas très bien. Et puis alors, on commence à entendre dans le cadre des discours transhumanistes, par exemple, que les machines vont devenir intelligentes, pensantes, conscientes, émotionnelles, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a des études scientifiques qui montrent aujourd'hui qu'un certain nombre de dispositifs numériques peuvent être extrêmement dangereux pour les humains, si j'ose dire, ou en tout cas pour leur capacité psychique, cognitive, intellectuelle. Voilà. Les écrans peuvent avoir des effets sur le sommeil, par exemple, donc sur les aptitudes mentales. Les réseaux sociaux vont avoir aussi des effets en termes de comportement, etc. Bon, je ne vais pas les détailler tout de suite, mais l'idée, c'était que finalement, nos capacités psychiques ou mentales, la mémoire, l'imagination, l'invention, la créativité, etc., sont parfois mises en danger par ces dispositifs numériques-là. Et en fait, ce que j'essayais de souligner, hein, c'est que finalement, les discours qui anthropomorphisent les machines et qui prêtent de nouvelles capacités à ces dispositifs numériques, eh bien, sont des discours idéologiques qui servent en fait à masquer les effets de ces technologies numériques sur nos cerveaux, sur nos esprits, sur nos pensées.
Et moi, c'était à ce point-là que je voulais m'intéresser, hein, c'est-à-dire l'idée selon laquelle ce qui se passe, soi-disant, dans nos têtes, hein, notre vie intérieure, notre vie psychique, notre vie mentale, eh bien, en fait, elle est conditionnée par les supports médiatiques et en particulier aujourd'hui par les médias numériques, hein. Et il se trouve que j'ai remarqué dans l'après-coup que ce terme de schizophrénie était aussi utilisé, mobilisé par un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui a écrit un livre en 1956 qui s'intitule L'obsolescence de l'homme. Et en fait, c'est un livre sur justement le développement technique, hein. Le sous-titre du livre de Anders, je crois que c'est Sur l'âme à l'époque de la révolution industrielle, hein. Donc, c'est voilà, essayer de penser ce que la révolution industrielle fait à nos esprits, à nos âmes. Euh, et Gunther Anders parle dans ce livre d'une schizophrénie artificiellement produite pour signifier le fait que, eh bien, avec des dispositifs comme la télévision, la radio, puisque lui, évidemment, ne connaît pas encore les médias numériques, hein, mais avec des dispositifs comme la télévision ou la radio, eh bien, que se passe-t-il? En fait, nous sommes transportés dans d'autres espaces et dans d'autres temporalités. Et finalement, nos rapports à l'espace et au temps, qui conditionnent donc notre expérience du monde, hein, sont conditionnés par ces médias numériques. Et quand il parle de schizophrénie artificiellement produite, ça veut dire finalement que nos différents sens, notre vue, notre audition, notre toucher, sont éclatés, dispersés à travers ces médias, hein. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, mais au moment même où je vous parle, hein, je suis par l'audition et par la vue ailleurs que là où je suis située corporellement, si j'ose dire, physiquement. Donc, il y a un effet d'éclatement, un effet de dispersion à travers ces médias qui vont avoir un effet artificiel, entre guillemets, sur notre vie mentale, notre vie psychique et nos esprits individuels et collectifs. Et donc, je trouvais intéressant de voir en fait que Gunther Anders avait aussi employé ce terme de schizophrénie euh, pour signifier l'effet des dispositifs artificiels sur nos vies psychiques. Vous avez dit que les expériences artificielles, hein, bah, l'expérience que j'ai avec vous ici, elle n'est pas artificielle. Euh, quand je fais mon Facebook là, c'est pas une expérience artificielle, c'est une expression, c'est une expérience comme tout autre. Quand je lis un livre, est-ce que c'est une expérience artificielle? Et si elle n'est pas une expérience artificielle, il y a un temps, peut-être il y a 1000 ans, des gens disaient que c'était une expérience artificielle parce que c'était un objet tout nouveau et donc ils ont dit, ah, regardez, ces gens-là qui lisent, c'est pas naturel. Le naturel, c'est de se parler, d'être dans la nature. Ceux-là, ils sont assis avec un bouquin toute la journée, lire et penser et se parler entre eux. C'est une expérience nouvelle. Donc, pourquoi artificielle? Pourquoi pas nouvelle? Euh, Oui, vous avez raison. En fait, le terme d'artificiel, il est mobilisé par Gunther Anders, hein, mais pas par moi personnellement. Et puis, il est mobilisé aussi dans le terme d'intelligence artificielle, vous savez, ce terme qui circule beaucoup aujourd'hui. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'en fait, quand on réfléchit bien, nos expériences ont toujours été médiées, on va dire, par ouais, des dispositifs techniques, en fait, hein. d'accord. Et moi, je m'inspire beaucoup, en fait, d'un philosophe français contemporain qui s'appelle Bernard Stiegler, qui a posé dans sa thèse, donc il a écrit une thèse de philosophie qui s'intitule La technique et le temps, qui est un gros livre, hein, mais l'une des thèses présentées dans ce livre, c'est la thèse selon laquelle nos consciences ne sont pas un donné immuable et universel, Voilà. mais évoluent et se transforment euh, Ouais, à mesure avec, disons, l'évolution et la transformation des dispositifs techniques qui nous entourent, qui sont en fait des supports de mémoire, hein. Enfin, un certain nombre de nos technologies constituent des supports de mémoire, des supports hypomnésiques, dans lesquels nous allons déposer, si vous voulez, en quelque sorte, on va extérioriser nos expériences, hein, dans des supports, donc par exemple le livre, par exemple la photographie, par exemple la phonographie, le cinéma, la télévision, aujourd'hui le numérique. Toutes ces technologies supportent les expériences du passé
Et nous avons besoin de ces technologies pour nous rapporter au passé et pour nous projeter dans l'avenir, hein. En fait, c'était déjà le cas du silex taillé d'une certaine manière, hein. Le silex taillé conserve la mémoire des gestes qui ont permis de le tailler, hein. Et c'est comme ça que eh bien, la mémoire de la taille des silex et de toutes les techniques qui vont avec va être transmise, hein, à travers justement ces objets techniques. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous me disiez auparavant, hein. C'est-à-dire que l'intelligence, dans une certaine mesure, l'esprit humain a toujours été artificiel. Il a toujours eu besoin de technologies pour s'extérioriser et pour être réintériorisé en retour. Mais pour autant, et c'est un point très important, je crois, à chaque nouveau stade technologique, eh bien, nos esprits sont transformés de manière nouvelle, j'ai envie de dire, sans rentrer dans le détail pour l'instant. Mais du coup, c'est très important quand on arrive à un tournant technologique, à une révolution technologique, hein, de s'interroger sur ce qui se passe pour nos esprits, hein. Quelles sont les fonctions psychiques, les fonctions noétiques qui vont être modifiées, qui vont être transformées, et comment faire en sorte euh, que cette révolution technique, disons, ne soit pas destructrice pour nos capacités de penser, tout simplement. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf envers ce qui se passe avec ces technologies. Euh, donc, mais pourquoi, j'insiste ici un peu, pourquoi artificiel? Pourquoi artificiel? Parce que artificiel a un sens normatif qu'il y a quelque chose qui n'est pas artificiel, qui existe d'une façon pure, d'une façon naturelle. Par exemple, on peut dire que mes souliers sont artificiels parce que l'humanité a vécu beaucoup plus longtemps sans les souliers qu'avec les souliers. Donc pourquoi artificiel? Pourquoi pas bon, euh, Bah, disons que non, moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'il n'y a pas de pure nature sans artifice d'une certaine manière. Nous accédons toujours euh, à la nature, je veux dire, par la médiation d'un certain nombre d'artifices. Alors, mm, est-ce qu'il faut mhm, pour autant se passer du terme artificiel? Je ne crois pas, parce que ce terme, il renvoie aussi à la dimension technique, d'une certaine manière, mm, des humains, mm, voilà, des sociétés qui produisent des artefacts, des artifices, des techniques, des industries, etc., etc. Et, mais je suis d'accord avec vous sur l'idée selon laquelle, disons, euh, je ne crois pas du tout à l'idée d'une nature pure de toute technique et ou à un esprit pur de toute technique. Ou voilà, je crois que effectivement ces oppositions un petit peu classiques entre la nature, la technique, l'esprit, la matière, l'intelligible, le sensible, bon, toutes ces oppositions-là, à mon avis, il faut essayer de les dépasser. ouais. Mais il faut essayer de les dépasser de manière intelligente, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans pour autant identifier les choses. Vous voyez, il faut dépasser les oppositions, mais sans tomber dans des identifications, mais pour interroger les relations, justement, hein. Il faut s'interroger sur les relations de l'esprit à tous ces dispositifs matériels, les relations des humains individuellement et collectivement aux dispositifs techniques qui les entourent, et voilà, tout simplement. Ouais, ouais. Euh, donc il y a est-ce qu'il est votre livre? Euh, il y a une dimension normative dans le livre, c'est-à-dire que les choses ne sont pas où elles devraient être, qu'il y a que vous faites votre critique, qu'il y a quelque chose quelque chose qui n'est pas bien pour l'être, ouais. Donc, pour l'esprit, comme vous dites, hein. L'esprit, c'est un très grand mot, là, hein. Mais que, par exemple, moi, je vais citer l'exemple du livre de Flow par l'anglo-américain Mihaly Csikszentmihalyi. Il est décédé récemment, en 2021. Il a publié un livre en 2008 qui s'intitule Flow, The Psychology of Optimal Experience, c'est-à-dire le flux, la psychologie de l'expérience optimale. Et donc, dans ce livre, il avance que nous atteignons le bonheur, et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Le bonheur, même l'épanouissement, lorsque nous sommes dans un état d'activité ininterrompue.
lorsque nous sommes pleinement engagés, c'est-à-dire l'écriture, par exemple, bien la pratique d'un instrument, la méditation, la sculpture, the zone, c'est-à-dire the zone, the flow. Um, et on est heureux quand on est dans cet état. Dans votre livre, l'attention est un thème très important, en particulier dans le contexte de l'économie de l'attention. Um, donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'économie de l'attention? Et deuxièmement, le livre là de Flow, le concept de flow, comment est-ce que, dans le contexte numérique actuel et votre critique, comment ça peut se mélanger? Hmm. Alors, en fait, donc, oui, je pense que ce concept de flow a un lien avec les questions en termes d'attention que j'essaye de poser dans le livre. Donc, pour résumer un petit peu, cette idée d'économie de l'attention, c'est l'idée assez simple et assez bien connue aujourd'hui, hein, selon laquelle la plupart des médias numériques, disons les réseaux sociaux et les plateformes de contenu dominants, euh, sont fondés sur des modèles d'affaires qui supposent la captation de l'attention des utilisateurs. C'est-à-dire que le but de ces réseaux sociaux ou de ces plateformes va être de maintenir les utilisateurs connectés le plus longtemps possible sur ces dispositifs afin de revendre en fait leur attention euh, à des entreprises qui vont grâce aux techniques de calcul algorithmique effectuées sur les données collectées, pouvoir cibler en fait les utilisateurs avec des messages publicitaires. Donc, si vous voulez, si vous savez que vous avez tel ou tel type de personnes qui se connectent à tel ou tel moment sur telle ou telle plateforme, vous allez pouvoir revendre très cher l'espace publicitaire à telle ou telle entreprise qui sera intéressée pour faire de la publicité à ces utilisateurs ou ces utilisatrices-là. Donc ça, c'est un modèle d'affaires, en fait, l'économie de l'attention, qui ne date pas, bien sûr, des médias numériques, hein. Ce modèle d'affaires, il était déjà présent dans le cas des grandes chaînes de télévision et il a été d'ailleurs rendu assez célèbre par le président directeur général d'une chaîne de télévision privée française qui s'appelle TF1, qui avait dit publiquement, hein, que son métier consistait à vendre des temps de cerveau disponibles à Coca-Cola, hein. Donc l'idée, c'était de dire, bah, en fait, moi, je capte les temps de cerveau des téléspectateurs avec mes émissions de télévision, mais en fait, ça n'a pas grande importance de savoir quelles émissions je diffuse. Le but, c'est que les téléspectateurs soient en quelque sorte intéressés par ces émissions, qu'ils restent devant et puis qu'ils aient un cerveau à peu près disponible pour recevoir toutes les publicités qui leur seront envoyées. Et la chaîne de télévision, bah, en fait, gagnait de l'argent grâce aux entreprises qui la financent afin de pouvoir diffuser leurs publicités. Donc, l'idée générale, si vous voulez, hein, dans ces paradigmes-là, qui sont au fondement bah, des chaînes de télévision privées, mais aussi de la plupart des médias numériques, actuelle, eh bien, l'idée générale, en fait, c'est que l'attention, c'est-à-dire notre conscience, est une ressource exploitable qui en fait, bah, doit être, on va dire, captée et puis revendue. Et ça, si vous voulez, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'en réalité, quand on capte l'attention et qu'on l'exploite, eh bien, on risque de la détruire, si vous voulez. Or, l'attention, ce n'est pas une ressource infinie, si vous voulez, hein. L'attention, ça se pratique. Savoir être attentif, on ne naît pas attentif, en fait, on le devient, si vous voulez, hein. C'est l'éducation qui a pour fonction de former nos attentions, alors à la fois nos attentions psychiques, c'est-à-dire la capacité à nous concentrer pendant longtemps sur un objet ou dans une activité, hein, à être, oui, voilà, l'attention au sens de la concentration, la focalisation, la réflexion, et puis aussi l'attention sociale, c'est-à-dire la capacité à faire attention à ceux qui nous entourent, hein, à prendre soin, si vous voulez, de nos environnements, de nos proches, etc., à être attentionné, hein, en ce sens-là. Donc en français, nous avons deux adjectifs qui correspondent au mot attention. L'adjectif attentif, qui renvoie à la capacité de concentration, et puis l'adjectif attentionné, qui renvoie plutôt à la sociabilité, la sollicitude, le soin, etc. Et donc, quand on détruit ces attentions, eh bien finalement,
on prend beaucoup de risques parce qu'on détruit potentiellement les capacités de pensée des individus et puis aussi leur capacité à vivre ensemble. C'est pour ça que cette économie de l'attention, si vous voulez, elle est dangereuse. Elle est d'autant plus dangereuse avec les médias numériques puisque, comme vous le savez, hein, ces technologies ont été pour la plupart conçues en fait dans le but d'agir directement sur nos cerveaux, hein, sur les processus cognitifs ou cérébraux les plus primaires, si vous voulez, hein. Alors en nous sollicitant avec des notifications diverses et variées qui vont nous interrompre toutes les 5 minutes, ou bien en nous fournissant des récompenses hein, sous forme de likes, etc., de nombre de vues, de nombre de clics, qui vont nous rendre un petit peu accros, hein, parce qu'on a toujours envie d'en avoir plus. On a un besoin de reconnaissance sociale qui nous pousse à retourner sur la plateforme, à évaluer notre succès par rapport aux autres, etc. Donc, en fait, il y a toutes sortes de techniques comme ça. La technique aussi du défilement infini, hein, le fait que vous puissiez faire défiler les vidéos à l'infini sur votre écran sans avoir besoin de rafraîchir la page, sans avoir besoin de changer de page. Donc, vous allez être capté beaucoup plus vite, si vous voulez, parce qu'on sait que les images sonores et animées qui sont des images en flux, eh bien, vont en quelque sorte capter notre flux de conscience. Hein. On va s'adapter au rythme de l'image et puis on va être d'une certaine manière emporté comme ça dans un flux d'images et de sons alors qu'on ne l'a pas du tout choisi. Donc il y a toutes sortes de techniques comme ça qui sont développées, hein, qu'on appelle les technologies persuasives, qui sont développées dans des laboratoires de recherche la plupart aux États-Unis, hein, dans les universités et les entreprises de la Silicon Valley. Et ces technologies sont effectivement extrêmement dangereuses pour nos esprits. Hein. Elles sont ce que Bernard Stiegler appelait un psychopouvoir ou un neuropouvoir, hein, une prise de contrôle, si vous voulez, sur nos vies intérieures. Donc, une chercheuse qui s'appelle Catherine Hales, une chercheuse qui a écrit en 2007 un article assez connu, a montré que le passage des médias, on va dire, imprimés aux médias numériques avait engendré une transformation des régimes attentionnels, des formes d'attention, si vous voulez. Et ce qu'elle soutenait, c'est que nous étions passés de ce qu'elle appelle l'attention profonde, hein, deep attention, donc la capacité à se concentrer sur un objet unique ou sur une activité unique pendant un long moment et à s'impliquer dans cette activité, si vous voulez, en évacuant en quelque sorte toutes les sollicitations de l'environnement extérieur. Hein. Donc cette deep attention, cette attention profonde, elle aurait, selon elle, été de plus en plus remplacée par ce qu'elle appelle une hyper-attention, hyper-attention, qui est en fait une attention dispersée. Donc, la nécessité, en fait, de faire plusieurs choses en même temps, l'incapacité à se concentrer sur un seul objet ou sur une seule activité, et le besoin constant d'être sollicité, si vous voulez, au point que ça peut créer des formes d'hyperactivité, et aussi ça peut créer chez certains individus, eh bien, le fait de se déconcentrer par eux-mêmes, si vous voulez. Ils n'ont même plus besoin d'être déconcentrés par un événement dans leur environnement, mais eux-mêmes cherchent toujours la sollicitation et ne parviennent plus, en fait, à se concentrer sur le long terme, à s'impliquer, à investir, en fait, leur énergie psychique dans une activité donnée. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle très fort avec les travaux du psychologue dont vous parliez. Hein. Moi, je n'ai pas lu le livre intitulé Flow, mais j'ai lu quelques articles et quelques recensions. Et ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est que il définissait le bonheur, bon, ce qu'il appelle l'expérience optimale, hein, comme l'expérience que nous faisons quand nous nous engageons pleinement dans une activité ou dans un, disons, un projet qui a du sens pour nous et que nous poursuivons sur le long terme et pour lequel, disons, nous faisons une forme d'effort, en fait. Hein, nous nous impliquons, disons, et nous développons à travers cette activité aussi nos capacités et, ce qu'il appelle aussi la créativité. Et donc, d'une certaine manière, cette expérience optimale-là, bah, elle correspond un petit peu à ce que Catherine Hayes appelle l'attention profonde, hein, et qui est précisément ce qui est court-circuité, si vous voulez, ce qui est pris de vitesse par les médias numériques, qui vont avoir tendance bien plutôt à nous disperser, à nous solliciter en permanence et qui vont avoir des effets sur nos capacités en fait de concentration. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mihaly Csikszentmihalyi parle aussi d'entropie psychique pour décrire cette dispersion justement, hein, le fait que eh bien, notre énergie psychique n'est plus canalisée dans une activité, n'est plus orientée vers un but, mais
est dispersée, disséminée, si vous voulez, en toutes directions et anthropisée d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire dégradée en fait. Ça, c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup parce que mais justement, le philosophe Bernard Stiegler, dont je parlais tout à l'heure, insistait beaucoup sur cette notion d'entropie, hein. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça, mais Ouais, très bien. l'enjeu, en fait, ce serait de développer des technologies numériques qui permettent justement de soutenir, de supporter ce type d'expérience optimale, hein, ce type d'activité signifiante dans lesquelles nous développons nos capacités psychiques, intellectuelles, cognitives, etc. Alors qu'aujourd'hui, ben, en fait, ces capacités sont détruites de manière systémique, hein, par des modèles d'affaires qui ont pour seul but, justement, de transformer les consciences ou les esprits dans des masses de cerveau, en quelque sorte, hein, qu'il s'agit de diriger et de contrôler, quoi, en vue, en général, de consommer, tout simplement, hein, de consommer des produits. Et donc, la consommation, précisément, hein, est une activité de destruction, une activité anthropique, hein, là où les activités qu'on pourrait qualifier d'anti-anthropiques ou de néganthropiques sont des activités créatives qui ne consomment pas, qui ne détruisent pas, hein, mais qui créent quelque chose, qui prennent soin de quelque chose, qui cultivent quelque chose. Parfait. Donc, je passe à la troisième question qui relève directement sur des technologies qui peut-être pourraient supporter euh, euh, la profondeur de quand on pense là. Dans votre livre, les écrans, les écrans sont longuement discutés, hein, il y a une focalisation sur le visuel, c'est-à-dire euh, l'avenir pourrait se transformer en dystopie, une dystopie où les humains s'interagissent avec l'intelligence artificielle via des interfaces visuelles, hein. On fait de ceci, on fait cela, on regarde, on est distracté, et notre attention est morcelée, hein. Euh, bon, comme vous le savez, ce qu'il est, petit truc là, là, ça. Vous avez vu cela, hein? C'est le Amazon Echo, donc smart speaker. Euh, donc, il existe maintenant des assistants vocaux conversationnels où les écrans ne sont pas du tout utilisés. Les gens leur parlent simplement en étant occupés à faire quelque chose. Par exemple, moi, je suis avec vous. Et on parle comme ça, et puis je veux savoir euh, euh, le temps à Paris. Alors je dis, Alexa, what's the weather in Paris, France? Currently, in Paris, France, it's 76 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Today, you can expect partly sunny weather with a high of 88 degrees and a low of 65 degrees. You're having a very nice day over there, ok. Ok, donc où je suis en train d'écrire comme ça, hein, et puis je veux savoir, you know, le, the weather ou quelque chose comme ça, hein. Donc l'interruption est un peu minimisée. Je peux rester dans mon flow. Ok. Donc la question pour vous, c'est comment votre critique évoluerait-elle, le cas échéant, dans le contexte de ces assistants vocaux qui coexistent avec notre présence physique, plutôt que de la détourner. Il y a aussi l'exemple du podcasting. Ok. Podcasting. Je suis en train de faire du ménage et puis je vais écouter quelque chose. Alors, je suis totalement immersé dans ce que je fais, mais j'écoute aussi. C'est-à-dire, c'est parallèle avec mon activité immersée. Mais votre critique, là, si vous vous focalisez sur le vocaux, comment ça se changerait? Mais en fait, je pense que les problèmes sont un petit peu différents. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, par exemple, il n'y a absolument aucun problème avec le fait d'écouter une émission qu'on a choisie soi-même en faisant le ménage. Je veux dire, c'est pas du tout la question, vous voyez. La question, c'est comment sont conçus
les réseaux sociaux, quels sont les modèles économiques qui sont derrière, quelles sont les fonctionnalités techniques qui sont mises en œuvre et en quoi sont-elles potentiellement toxiques pour nos cerveaux et nos esprits. Mais après, vous pouvez imaginer toute forme d'utilisation positive de ces technologies. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de comprendre si cela est soutenable sur le long terme et pour des sociétés qui se veulent des sociétés démocratiques et politiques, hein, donc fondées sur la capacité des individus à développer un esprit critique. Et ça, je ne suis pas du tout sûre que ce soit soutenable en ce sens. Bon, pour parler des assistants vocaux, en fait, c'est un autre sujet, effectivement, que j'aborde pas vraiment dans le livre, sur lequel je vais peut-être m'interroger un peu plus spécifiquement à l'avenir, puisque pour moi, si vous voulez, le terme même d'assistant vocal est un terme, encore une fois, anthropomorphique, hein. On parle aussi d'agents conversationnels, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du tout la question, si vous voulez. La question, encore une fois, il faut éviter absolument d'anthropomorphiser ces dispositifs et il faut comprendre à quel stade de l'automatisation on a affaire, si vous voulez. Qu'est-ce qui est automatisé, pourquoi, comment? C'est ça, les véritables questions. Et donc, pour moi, ce sont donc ces outils-là ou ces dispositifs-là, ils sont fondés sur des technologies de traitement automatique du langage, ce qui est souvent appelé par les concepteurs de ces technologies le langage naturel, hein. On parle de traitement automatique du langage naturel. Bon, qu'est-ce que le langage naturel? Vaste question, mais en tout cas, l'enjeu, si vous voulez, qui est là derrière, c'est la question de l'automatisation et donc potentiellement de la standardisation de nos capacités linguistiques, tout simplement, hein, de nos capacités à parler les uns avec les autres, à nous répondre les uns les autres. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, hein. C'est un petit peu comme dans le cas des dispositifs qui se développent aujourd'hui. Euh, ce qu'on appelle les large language models, donc les gros modèles de langage, hein, qui cette fois-ci passent par la médiation pardon, des écrans. Mais si vous voulez, c'est pas la question, hein. L'écran, c'est pas la question. Et justement, il faut aller voir ce qui est derrière l'écran, hein. Et dans le cas des gros modèles de langage, comme des assistants vocaux, ce sont plus ou moins bien sûr, les mêmes technologies. Ce sont des technologies qui sont fondées sur voilà, le traitement automatique du langage et la génération en fait de suites de mots probables par rapport à la demande que vous avez faite. Et si vous voulez, la génération de suites de mots probables, c'est un mécanisme en fait automatique qui n'a rien à voir avec le fait de parler pour des humains, si vous voulez, hein. Quand nous parlons ensemble, en fait, c'est une manière pour nous de nous relier les uns aux autres, de confronter nos points de vue et d'exprimer aussi nos singularités, hein. La manière dont je parle n'est pas la même que la manière dont vous parlez. Déjà, nous ne parlons pas la même langue, et puis, enfin, la même langue maternelle. Et puis, d'autre part, nous avons chacun nos styles, nos expressions, etc. Et ce sont ces manières-là de parler ou d'écrire, hein, c'est la même chose pour l'écriture, c'est à travers ces pratiques du langage, si j'ose dire, qui sont singulières, hein, à chaque fois, que nous pensons, hein. La pensée, c'est pas quelque chose on va dire, d'idéal, je sais pas comment vous dire, hein, c'est pas la pensée, c'est C'est pas pas quelque Platon, chose hein. d'immatériel, voilà, exactement, hein. Ça ne se situe pas dans le ciel des idées, ça se pratique en fait, la pensée. Et ça se pratique notamment à travers des technologies du langage. La parole est une technique du langage, l'écriture en est une autre. Et si vous voulez, le problème de ces dispositifs fondés sur le traitement automatique du langage, c'est que bien souvent, en fait, ils court-circuitent le processus à travers lequel, par exemple, vous allez chercher l'information dont vous avez besoin et peut-être, en fait, trouver différentes sources d'informations, vous voyez, différentes, voilà, vous allez avoir, bon, là, dans l'exemple, c'est pas très important puisqu'il s'agit d'une demande concernant la météo, mais tout de même, peut-être que vous allez avoir certains météorologues qui vont vous prévoir tel temps à Paris, d'autres qui vont vous prévoir un temps tout à fait différent. Le problème, c'est que quand vous demandez à ce qu'on appelle les assistants vocaux, eh bien, vous avez une réponse univoque, vous ne savez pas du tout comment elle a été produite, hein. Et donc, si vous lui posez des questions sur la météo, j'ai envie de dire, ça peut aller, mais si vous lui posez des questions plus politiques, par exemple, hein, ou des questions qui n'ont pas une réponse unilatérale, eh bien, elle va vous apporter finalement une réponse qui aura été glanée à partir de calculs automatiques sur des quantités massives de données, mais vous ne savez pas d'où cette réponse vient, vous ne savez pas comment elle a été
construite, si vous voulez, vous n'avez pas accès aux sources et d'une certaine manière, tout le processus de recherche est court-circuité, si vous voulez. Hein. Et vous êtes vraiment dans une position de consommation. Quoi. Voilà. Je donne un ordre et je reçois ce que j'ai demandé, si vous voulez. Mais ça peut être très dangereux, hein, à mon avis, de se fonder sur ce type d'automatisme pour tout et n'importe quoi. Hein. Et puis, par ailleurs, bah, voilà, il y a des questions qui se posent sur l'avenir de la langue aussi. Hein. Si nous nous fondons que sur des automates computationnels qui calculent les suites de mots les plus probables, eh bien, nous renforçons en fait les expressions les plus probables. Nous renforçons les biais dominants. Nous renforçons les opinions majoritaires. Et nous éliminons tout ce qui relève des singularités idiomatiques, des points de vue originaux qui, en fait, ne sont pas pris en compte par ces dispositifs calculatoires. D'accord ? Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Ma réponse est un petit peu globale, excusez-moi, parce que si vous voulez, il faudrait analyser dispositif après dispositif, hein, mais voilà les grands enjeux pour moi. Hein. Un enjeu de prolétarisation, d'une part, hein, donc de perte de savoir. Nous déléguons nos capacités de chercher à un certain nombre de dispositifs qui nous fournissent des réponses univoques dont nous n'avons aucune idée de la manière dont elles sont produites. Donc, nous sommes prolétarisés par rapport à la réponse que nous recevons, si vous voulez. Nous sommes dans une position de consommation de l'information, hein, et non pas de construction active du savoir. Ça, c'est le premier enjeu, la prolétarisation. Et puis, le deuxième enjeu, c'est l'automatisation du langage, à mon avis, hein, et les processus d'uniformisation et de standardisation qui peuvent en découler. You've been listening to Humanity 8.0 with your host, Dr. Ahmed Bouzid, founder and CEO of Witlingo. Brought to you by Rokos. Thanks for listening.